Bonsoir à tous, bonsoir à toutes et bienvenue pour cette nouvelle émission d'Il est interdit d'être vieux où je reçois ce soir l'écrivain et journaliste Jean Hatzfeld. Bonsoir Jean Hatzfeld. Bonsoir. Alors vous êtes, je disais, écrivain et journaliste, vous êtes évidemment le bienvenu sur Radio J. Vous sortez un ouvrage qui a pour thématique donc le génocide rwandais. C'est votre, je crois, sixième ouvrage sur cette thématique. Donc on rappelle rapidement, ils ont subi donc un génocide en 1994. Les Hutus perpètrent un génocide contre les Tutsis et il y a 800 000 morts en 3 mois, ce qui est, vous dites dans le livre, un triste record. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'entreprendre cette fois une démarche plus de mémoire en allant à la recherche des justes rwandais ? En fait, j'y suis allé en journaliste une première fois, c'est-à-dire en 1994. J'ai fait mon travail de journaliste, c'était juste après les tueries. Je venais de Sarajevo, en fait, et je suis allé au Rwanda. J'ai fait mon travail tout le mois d'août et plutôt correctement, sans plus. Et je suis revenu en septembre et je me suis rendu compte, ça a été même un petit peu brusque pour moi, je me suis rendu compte à quel point je m'étais trompé. C'est-à-dire à quel point j'étais passé à côté d'un événement qui était que je m'étais intéressé beaucoup à ce grand exode très spectaculaire de la communauté Hutu qui s'enfuyait vers l'est du Congo, que je m'étais intéressé aux casques bleus, que je m'étais intéressé aux humanitaires, que je m'étais intéressé à beaucoup de gens et que j'avais oublié le rescapé Tutsi, c'est-à-dire ceux qui avaient survécu au massacre et aux tueries, ceux qui étaient sortis des marais, ceux qui étaient sortis des forêts. Et cette erreur, cette erreur, ce dysfonctionnement que j'ai eu, je l'ai partagé avec tout le monde. C'est pas moi qui me suis trompé, c'est nous sommes tous trompés. C'est ce que vous dites dans le livre. Tous les journalistes sont passés à côté. À peu près. Et donc là, il y a eu un déclic dans ma tête et j'ai pensé évidemment au livre de Primo Levi et à d'autres livres justement sur l'effacement du rescapé au lendemain du génocide de la Shoah. Qu'il décrit très bien et dont il donne beaucoup de raisons, sur lesquelles il s'appesantit d'abord juste après et longtemps après dans un livre qui s'appelle Auschwitz et après, 40 ans après. Donc voilà, donc j'ai fait le lien entre les deux et je me suis dit que dans ma petite tête, j'avais beaucoup lu de livres sur la Shoah à l'époque et je me suis dit que cet effacement du rescapé était le sujet, serait le sujet de mon prochain livre, d'un livre que je ferai sur ce génocide Tutsi au Rwanda. Je n'avais pas d'idée de faire plus que ça. J'avais l'idée de faire un livre sur pourquoi on se tait au lendemain d'un génocide, pourquoi au lendemain d'une guerre on parle beaucoup. Moi, j'avais été longtemps correspondant de guerre, reporter de guerre, un peu partout. Et c'est vrai qu'au lendemain d'une guerre ou pendant une guerre, toutes les victimes parlent, elles accusent, elles revendiquent, elles pleurnichent, mais elles ont envie de s'exprimer. Au lendemain d'un génocide, les victimes ont tendance à se taire, à s'exclure, Voilà. Il y a une très jolie phrase une femme Tutsi, c'est la première personne que j'ai rencontrée à Nyamata, dans ce village, qui dit « Les reporters internationaux passaient devant nos portes sans toutefois s'arrêter parce qu'ils n'avaient pas de temps à perdre avec des gens qui n'avaient plus rien à échanger ». C'est-à-dire que le journaliste, finalement, son outil de travail, c'est l'échange, c'est de poser des questions et de recueillir des réponses et de décrire et de raconter. Et quand une personne en face de soi ne parle plus, il ne sait pas quoi faire et il passe. C'est ce que j'avais fait. Et alors, votre livre, justement, il apparaît un peu comme un document journalistique, c'est-à-dire que vous prenez une dizaine ou une douzaine d'individus qui sont considérés comme des justes, c'est-à-dire qu'ils ont sauvé des Tutsis alors qu'ils étaient Hutus. Et on se demande, alors, vous avez été pendant longtemps au Rwanda, vous avez même séjourné 4 ans, je crois. Comment est-ce que vous avez fait, justement, vous, pour faire parler ces personnes ? Parce que c'est très riche de témoignages et on imagine que ce n'est pas des gens qui parlent à des inconnus, entre guillemets. Bah, si vous voulez, moi, ça fait donc
J'y étais en 94, j'y suis retourné en 98 pour faire le livre sur les rescapés dans le nu de la vie que je viens d'évoquer. Et depuis, donc j'ai fait 6 bouquins et j'y vais régulièrement. Et moi, mon parti pris de départ, il est que c'était pas la peine d'aller au nord, d'aller au sud, d'aller à l'est, à l'ouest, d'aller voir des villes et des campagnes et d'aller voir toutes les classes sociales ou toutes les générations. Il suffisait que j'aille dans un village et je travaillerais toute ma vie là-dessus, sur ce village, qu'il y avait un village, des marais au fond desquels gisaient 50 000 personnes, des forêts et des gens autour, et que ça me suffisait. Et donc je travaille toujours sur ce même village de Nyamata, qui est entouré de 14 collines, donc 14 hameaux, et au fil des années, quand même, se crée un Proximité. lien, une familiarité avec le sujet, avec ma manière de travailler, ma manière de parler, ma manière de boire des bières, etc. Et donc, petit à petit, vous voyez, il y avait des gens, j'ai eu beaucoup de mal à faire ce livre au début parce que les gens se taisaient. Alors, c'est le paradoxe de cette histoire, c'est que ces 10 personnes qui constituent mon livre, qui sont des personnes qui se sont comportées de manière remarquable, qui pour la plupart se sont opposées aux tueries, ce qui était extraordinaire à l'époque, qui ont sauvé des gens, sont des personnes qui sont exclues de la société aujourd'hui, c'est-à-dire qu'ils sont mis un peu sur le banc, à la fois par la communauté Hutu et à la fois par la communauté Tutsi pour des raisons différentes. Donc c'était dur, eux-mêmes se sentent gênés de cela et se taisent. Mais il y a un élément qui est très important dans tous mes livres, c'est le temps qui passe, quoi. C'est-à-dire que c'est pareil pour la Shoah. Le temps passe, les livres changent parce que les mémoires changent, les gens vieillissent, ils réfléchissent autrement. Des gens qui ne peuvent pas parler au début peuvent parler après. C'est ce qui s'est passé là. Et justement, puisque vous évoquez la Shoah, donc vous avez dit que vous avez beaucoup lu, beaucoup travaillé dessus. Vous avez également, je crois, vos grands-parents qui ont été déportés, donc vous avez pu et qui sont revenus. Oui, ils ont été sauvés. Ils ne sont même pas allés en Pologne. J'imagine un peu échanger avec eux. Et ce travail sur cet autre génocide, est-ce que vous ne pouvez pas vous empêcher de faire des comparaisons et de vous dire qu'est-ce qui a été similaire, quelles ont été les haines, le déchaînement de cette violence, ou est-ce que au contraire vous dites non, c'est deux choses totalement différentes, on peut pas comparer? Alors, c'est évident que c'est très très identique. Il y a bien sûr des particularités. C'est pas la même histoire, c'est pas le même contexte, c'est pas la même période. Mais il y a quand même des analogies qui sont surprenantes, vraiment très surprenantes, et qui concernent plus précisément les 30 années qui précèdent le début des tueries. Donc dans les deux cas, on a l'avènement d'un dictateur, Hitler, Habyarimana. Dans les deux cas, la première chose qu'il fait, c'est de dire publiquement, c'est public, qu'il y a une partie de la population qui est en trop et qui va être répétée pendant des années et des années. Mais qui va être répétée pas seulement dans un discours politique, qui va être aussi répétée culturellement par des blagues, des sketchs, des pièces de théâtre, des allusions, des blagues de bistrot, etc. Donc ça va être une espèce de leitmotiv qui va rentrer un petit peu dans les discussions et dans les esprits. Et puis, il y a, dans les deux cas, un crescendo dans les violences à leur rencontre, donc, et un crescendo dans l'immunité contre les responsables de ces violences. Voilà, donc ça, on le voit très précisément. À un moment donné, il y a un tueur qui me raconte, j'ai été emmailloté dans la haine du Tutsi. Donc c'est quelqu'un qui, à sa naissance, déjà, on lui apprend la haine du Tutsi. Et il y a même des figures, enfin des images qui ressemblent, parce que bon, ils n'ont pas le nez crochu, les Tutsis, mais parce qu'ils ont des petits nez, mais on leur trouve des oreilles pointues et des doigts recourbés. Vous voyez tout ça, donc il y a vraiment ça. Et puis là, enfin, il y a quelque chose qui est analogue aussi, c'est la guerre. C'est-à-dire que 40, la guerre, enfin 39, et en Allemagne, et 92, la guerre au Rwanda. Et donc le génocide ne peut prendre place, ne peut émerger que dans un cadre de non-droit de la guerre. On ne peut pas envisager un génocide dans une société civile en paix. Enfin, c'est pas possible. Et alors, il y a eu aussi une chose peut-être qu'on comprend moins bien quand on est européen, c'est-à-dire qu'on connaît, on sait à peu près pourquoi les nazis ont voulu exterminer les juifs. On sait par contre moins l'histoire de cet antagonisme entre les Hutus et les Tutsis. Est-ce que vous pouvez nous l'expliquer ?
Alors, il y a beaucoup d'historiens qui se sont penchés la question. Moi, je ne me prononce pas beaucoup là-dessus parce que c'est une longue histoire. Donc, effectivement, il y a eu 5 siècles de royauté Tutsi. Il y a eu, après, il y a eu beaucoup de manipulations coloniales. C'est-à-dire que les colons allemands, puis belges, puis français qui se sont succédés ont toujours joué une ethnie contre une autre. Donc, effectivement, mais ça, c'est dans toute l'Afrique. Ça n'explique pas un génocide pour autant. Je veux dire, au Congo d'à côté, il y a les Lingala, il y a les Bakongo, etc. Au Mali, il y a les Toupouleurs, il y a les Bambara, il y a les Touaregs. Bon, partout, il y a des conflits ethniques, comme il y a des conflits religieux en Europe, etc. Mm. Ça ne fait pas des génocides Oui. pour autant. Donc, c'est vrai qu'on peut s'appuyer sur des choses historiques. À aucun moment, vous pouvez dire, voilà l'explication, c'est Donc, normal. il Non, n'y a pas de grande non, explication, de non, spécificité non. Pas pour une extermination, en qui tout cas. explique. Alors, on va revenir sur. Donc, c'est juste. Alors, en France, ça a été très euh, étatisé aussi, mais ça fait toujours partie d'une initiative civile. C'est pareil au Rwanda. Vous parlez d'une association qui s'appelle l'association Ibuka. Et cette association, elle va rechercher des justes en s'inspirant de l'Institut israélien pour la mémoire de la Shoah, Yad Vashem. Et vous dites que les critères, en revanche, sont très, très différents. Ah, très différent. Oui, oui, très différent, parce que Yad Vashem, israélienne, ne s'intéresse qu'à la période de la guerre, c'est-à-dire le comportement de l'individu pendant la guerre, entre 40 et 45. Est-ce qu'il a sauvé, de manière désintéressée, ou aidé des Juifs en difficulté? Après, qu'est-ce qu'il fait en 46? On s'en fiche. C'est-à-dire qu'il peut, après avoir été un grand truand ou n'importe quoi, on s'en fiche. On le juge sur ses actions et son comportement. Au Rwanda, c'est très différent puisque on accorde beaucoup d'importance au comportement qui suit le génocide. La manière de participer à la réconciliation nationale, de se comporter au moment des commémorations, de témoigner lors de procès, etc. Donc, par exemple, dans mon livre, il y a 10 personnes qui participent à mon livre parce que j'ai trouvé que 10 personnes sur cette commune de Nyamata qui avaient sauvé des gens. Mais il n'y en a qu'un qui est reconnu nationalement, Mm. c'est-à-dire c'est Silas parce qu'il est militaire, etc. Les autres ne le sont pas reconnus. Pourquoi? Parce que Edith, après le génocide, elle n'a pas voulu Parfois, on a l'impression que participer. voilà, c'est eux-mêmes que ça les intéresse pas Ça, pas du tout. forcément. Hein, Ça ne les intéresse pas du tout, ils ne participent pas à ça. Quand ils commémorent, c'est entre eux pour ce qu'ils veulent, etc. Et donc, ne participant pas à cet effort national de politique, etc., ils sont exclus des listes, finalement. Donc, c'est vraiment très différent. Il y a une autre chose qui, je pense, vous allez peut-être me corriger, mais est très différente, c'est qu'il y a beaucoup d'histoires que vous racontez dans votre livre où, en fait, bah, c'est leur propre famille qui va les trahir. L'un cache des Tutsis, il va quasiment dénoncer son père. J'ai pas souvenir que dans la Shoah, il y ait énormément d'exemples de juifs qui aient dénoncer leur frère. C'est une différence que vous voyez Ah oui, oui, là-dessus non, c'est aussi? une différence très nette. C'est une différence très nette. Donc, il y avait pas mal de mariages mixtes. Il n'y en avait pas tant que ça, mais il y en a eu. Et il faut savoir quand même, il y a une grosse différence, c'est la brutalité et la soudaineté de ce génocide. Parce que le génocide juif, la Shoah, c'est quand même une période qui va de 40 à 45, puisqu'on l'a tué jusqu'en avril 45 à Budapest. Enfin, donc c'est une période de 5 ans. C'est une période pour laquelle les gens s'organisent à la fois pour tuer, donc l'organisation nazie, les milices françaises, etc., mais à la fois il y a du temps pour s'opposer, pour s'organiser, pour s'associer, pour réfléchir, Oui, pour là c'est tâter. soudain, Là, c'est c'est trop immédiat. soudain. Mm. Il faut savoir, par exemple, qu'il y a eu 800 000 personnes, vous l'évoquiez au début de l'émission, c'est 800 000 en 3 mois. Jamais dans l'histoire humaine, il y a eu autant de morts en si peu de temps, à part à Hiroshima. Et de manière quasi artisanale, parce que vous qualifiez ce génocide d'agricole ou génocide de proximité, justement par opposition au génocide juif. Voilà, ce sont des gens qui ont tué à 200 mètres de chez eux, ou non, un peu plus. Quelquefois, ils descendaient, ils se réunissaient dans le stade de foot le matin, ils allaient descendre dans les marais à 10-15 km. Mais ce n'était pas des convois, de l'informatique, des militaires, etc. C'était vraiment des gens qui tuaient à la machette, à la lance, avec des flèches, avec des couteaux, etc. Et donc, cette soudaineté a fait qu'il y a eu des comportements très, très spontanés
ça n'a pas été très réfléchi, à la fois les gestes de sauvegarde et à la fois les gestes de dénonciation. Et il y a effectivement un fils qui a dénoncé sa maman, qui a dit sa maman a été prise dans les marais parce qu'elle avait rejoint les Tutsis alors qu'elle est Hutu. Il a dit tuer. Peut-être que s'il avait eu le temps de réfléchir, si elle avait été emprisonnée, si elle avait eu comme ça, peut-être qu'il aurait eu une autre attitude. Mais là, son attitude est tuée. Là, voilà. Ça a été très, 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 très soudain. Et après ces 3 mois, donc il y a eu également une contre-offensive du FPR avec les forces armées Tutsi. Et là, la situation s'est inversée. Les Hutus se sont retrouvés à fuir vers le Congo, je crois, il me semble. Et puis après, il y a eu ce processus ou cette absence de processus de réconciliation. Enfin, en tout cas, on a l'impression qu'ils ont mis beaucoup ça sous le tapis. Et vous allez nous lire justement un extrait. C'est à la page 93 de votre livre, donc à peu près au milieu, qui nous raconte un peu ce fossé un peu entre les Hutus et les Tutsis. Je commence à franchement. Exactement. Alors c'est Englebert qui parle. Englebert, c'est une personne qui est étonnante. Il parle le grec et le latin. Il a été éduqué par les jésuites. Il est très très brillant jusqu'à 14h, 13h, 14h. Et il est alcoolique par la suite. C'est un grand alcoolique. Et donc il est vagabond, alcoolique après. Il y a deux Englebert dans une même journée. C'est un grand ami à moi. Enfin, il est devenu. Il dit... Franchement, une personne secourable pendant le génocide sur ma colline de Nyaramatuntu, je ne peux t'en nommer aucune. Ils ont tous trempé, ils se voyaient obligés, ils se suivaient, personne pour se croiser les bras. Parce qu'ils avaient peur de désobéir, c'était quand même des consignes qui venaient de très haut. Parce qu'on leur promettait des bénéfices et qu'ils enviaient nos parcelles, est-ce que je peux répondre? Je dirais qu'ils ont tué parce qu'ils pouvaient le faire, pardon. À Nyamata, comme je te l'ai dit, je ne peux pas en nommer 4. Une personne vivante, je précise, car des Hutus considérables, c'est-à-dire méritants, machetés par leurs congénères, il n'en a pas manqué. Eustache et les 2 vétérinaires, ils ont sauvé. Ça fait 3. Ils ont désobéi aux autorités, ils n'ont même pas déguerpi vers le Congo. Je les compte parmi mes bons amis vraiment. Je leur offre une bouteille si je trouve pour, sinon ils m'offrent parce qu'ils se trouvent plus aisés. Les autres, Hutus, bon, je dirais que nous vivons en bonne entente de voisinage parce que ce voisinage est approprié. Bien sûr, ça accroche un peu en nos forces intérieures. Un exemple, votre voisin a coupé vos proches, votre sœur et vos frères, comme pour moi. Des années plus tard, vous vous chamaillez parce que sa vache a piétiné votre haie. Vous lui lancez: ça ne t'a pas suffi de couper ma sœur et mes frères, il faut encore... Lui comprend que tu n'as rien oublié. Son visage s'assombrit, ses yeux menacent, ça devient grave. Alors tu préfères ne rien reprocher au sujet de la haie. Tu hausses les épaules, les 2 mains dans les poches. Tu enfouis la récrimination avec tout ce que tu as déjà enfoui. C'est pour toujours. Le grand nombre de Hutus a perdu l'amitié de leurs avoisinants Tutsis, encore plus la confiance. Pour moi, vivre à côté d'une personne qui a tué ou qui l'a probablement fait, c'est tenaillant, même si cela ne se voit pas. Et ce qu'on comprend dans cet extrait, je trouve, et puis après, globalement dans beaucoup de témoignages, c'est que en fait, ils en ont jamais vraiment parlé, les Hutus et les Tutsis, et le sentiment que moi en tout cas j'ai eu à la lecture de ce livre, c'est qu'en fait ça pourrait très bien recommencer dans quelques années. Est-ce que c'est le vôtre aussi? Moi, je ne sais pas, parce que je pense que si les années vont passer... Parce qu'il y a une rancœur quand même très très forte. Très, très forte. D'ailleurs, votre livre se termine, c'est un peu dramatique, mais il se termine en une phrase qui dit finalement le pardon n'est pas possible, quoi. Alors, si vous voulez, le pardon, qu'est-ce qu'il exige? Un pardon individuel. Il y a 3 sortes de pardon. Il y a le pardon de l'État,
Alors, c'est plus ou moins pardonné. On a libéré les gens de prison. Il y a le pardon de Dieu pour les chrétiens. On demande à Dieu de pardonner et Dieu pardonne parce qu'il pardonne à ceux qui l'ont offensé. Donc ça, c'est facile. C'est la magie de la chrétienté, enfin du catholicisme. Et puis, il y a le pardon individuel qui est le seul qui existe, vraiment, qui est existentiel. Et ça, le pardon, il exige la vérité. C'est-à-dire, on ne peut pas pardonner à une personne qui ne vous dit pas la vérité. C'est-à-dire ça ne suffit pas. La personne peut dire la vérité et ne soit pas pardonnée. Mais c'est à minima ce qu'on peut exiger de quelqu'un qui demande pardon. Or, les Hutus ne disent pas la vérité. Ils disent toujours une partie de la vérité. La plupart des gens, par exemple, Englebert, il ne sait toujours pas qui a tué sa mère et ses sœurs. Et il ne sait toujours pas où ils ont été enfuis, enterrés. Il ne peut pas les enterrer décemment parce qu'il ne sait pas. Donc, le fait que les Hutus ne disent pas toute la vérité fait qu'ils ne peuvent pas être pardonnés. Je précise encore une fois, le fait qu'ils, s'ils disaient toute la vérité, ils ne seraient pas pour autant pardonnés. Après, c'est des décisions individuelles. Ils font pas le premier pas du pardon. Mais alors, c'est ce qui est aussi étonnant, c'est que et c'est justement pour ça que je dis qu'il y a une espèce de germe mauvais peut-être de vengeance, c'est que certains passent vraiment complètement l'éponge en apparence. On a par exemple cette femme Valérie qui va jusqu'à aider financièrement son ancien vacher alors qu'elle sait qu'il a tué plusieurs de ses enfants. Ça paraît lunaire, quelqu'un qui donne de l'argent à... Ouais, mais dans la manière dont elle fait, il y a beaucoup de mépris aussi. C'est-à-dire qu'elle est tellement estomaquée que cette personne soit encore capable, parce que cette personne est devenue un vrai vagabond. Ils ne s'en sont pas tous bien sortis quand même, les Hutus. Et donc c'est un vrai vagabond, et à un moment donné, il ment, et puis il dit « t'as pas 500 francs ». Et elle est un peu trop surprise, je crois qu'elle donne ses 500 francs pour s'en débarrasser. Je ne pense pas qu'elle entame avec lui une relation de rédemption, d'aide, qui dure d'ailleurs, elle ne l'a plus jamais revue. Et est-ce que on peut dire que ce génocide rwandais, c'est ce qui vous aura le plus passionné durant votre carrière, ce qui aura le plus mobilisé votre attention, votre intelligence, votre action? Je ne sais pas. C'est difficile de dire parce que j'ai été 30 ans journaliste dans un quotidien, ça me passionnait. J'adorais, j'aimais beaucoup la vie du reporter et j'ai quand même vécu des grands événements, la fin du socialisme, des guerres au Liban, je suis allé en Israël plusieurs fois, etc. Ça m'a beaucoup passionné. Après, je suis passé à totalement autre chose. J'ai changé complètement de comportement. Je travaille plus du tout de la même façon. J'écris ces livres et j'intercale de romans. Ce que je peux dire, c'est que ce génocide Tutsi au Rwanda me poursuivra jusqu'à la fin de mes jours. C'est-à-dire que toutes les questions appellent des nouvelles réponses qui appellent de nouvelles questions. C'est pas un mystère s'il y a encore aujourd'hui autant de livres qui soient publiés sur la Shoah. C'est pas si vous voulez, on n'écrit plus beaucoup de livres sur la guerre de 14-18 parce qu'on a un peu épuisé le sujet. Quelquefois, il peut y avoir une idée, mais sur la Shoah, ça continue tout le temps. Mais c'est parce que c'est sans fin. Il y a un mystère. L'extermination est un mystère, quoi. On ne comprend pas qu'on puisse mettre en marche une machine à exterminer comme ça. Et il y a aussi cette problématique sur les justes rwandais qui sont, on disait au début de cette émission, presque... en fait, ils sont perdants presque à tous les coups. C'est-à-dire que les Hutus sont presque... bon voilà, on les déteste, ça on peut comprendre à la limite pourquoi. Mais même les Tutsis, ils leur renvoient l'image de peut-être ce qu'ils auraient pu faire. Si vous voulez, dans la communauté Hutu, donc la communauté des tueurs, pour une partie, ces justes sont des traîtres. Ils ont trahi l'engagement communautaire qui était d'éliminer tous les Tutsis. C'est un engagement qu'ils avaient. Alors tout le monde n'a pas tué férocement et beaucoup. Il y a des gens qui renaclaient à tuer, qui n'aimaient pas tuer, qui faisaient semblant de tuer, qui n'ont même pas tué. Mais ils ont tous adhéré au projet.
à peu près tous adhéré au projet. Et même les intellectuels et les religieux, d'ailleurs, vous le dites un peu dans votre bouquin, la culture et la religion n'ont pas du tout été un rempart. Voilà, c'est ce que disait Hannah Arendt très bien. Il faut se méfier de cette idée que la culture vous protège de l'inhumanité, bien au contraire, et de la barbarie, bien au contraire. C'est souvent les meneurs, d'ailleurs. Souvent, ils ne trempent pas personnellement dans l'affaire, ils ne tiennent pas la machette, mais c'est quand même eux les idéologues de cette affaire. Alors, chez les Hutus, il y a ça. Pour d'autres Hutus, qui étaient moins tueurs, qui n'étaient pas tueurs, ils gênent parce qu'ils incarnent la possibilité que c'était possible de refuser. Si vous voulez, le leitmotiv de tous les tueurs, depuis Eichmann, qui est le plus grand, enfin le plus spectacularisé, mis en scène, tous les tueurs disent « on a été obligé ». C'est leur leitmotiv, on était obligé, c'était la loi, on a obéi, on n'est qu'un maillon de la machine à tuer et on est finalement des victimes comme les autres parce que voilà. Donc c'est eux, en s'opposant et en sauvant, ils montrent que c'était pas vrai. Donc ils renvoient un peu de honte à ces gens qui prétendent ça. Et chez les Tutsis, il y a cette méfiance qui est est-ce que tu es vraiment sûr qu'il n'a pas tué? Il y a à un moment donné, Innocent Rueliza qui dit seuls les morts pourraient désigner les justes, parce que seuls les morts savent s'ils n'ont pas été tués par ces personnes. Nous, on n'en sait trop rien. Toi, tu nous dis qu'Isidore l'a pas tué. Est-ce que tu le sais vraiment? Ils ont une méfiance, une irréductible méfiance. Ils pensent, le passage d'Anglebert l'illustre bien, qu'on vient de lire. Ils pensent quand même que, voilà, ça ne peut pas... Il y a un soupçon permanent, Et c'est le moment où on va passer à la deuxième partie de cette émission et où je vais vous demander de mettre votre casque parce qu'on va écouter des extraits sonores qui font partie en quelque sorte de votre anthologie et on va commencer ce voyage avec quelqu'un dont vous nous avez déjà parlé au début de l'émission. Il s'agit de l'écrivain Primo Levi qui a raconté donc, son emprisonnement à Auschwitz dans Si c'est un homme. Et le voici qui s'exprime sur ce qu'il a retiré de son passage à Auschwitz. Proprio il ritrovare la libertà, per me ha coinciso con tante altre cose. Précisément, le fait de retrouver la liberté a coïncidé pour moi avec bien d'autres choses. Avec la liberté elle-même, la scoperta dello scrivere. Avec la découverte de l'écriture, paradoxalement, avec la découverte de posséder une expérience extrêmement douloureuse, mais précieuse, qui pouvait durer comme un capital qui donne ses fruits, et qui, en effet, continue de fructifier d'une certaine façon. Elle m'a fourni une certaine compréhension du monde et la faculté d'y réfléchir. Et je considère cela comme positif. De sorte que cela peut sembler, comment dirais-je, impie même, mais la somme algébrique du mal d'Auschwitz additionnée à ce qui a suivi, pour moi, est positive. Alors, on l'a bien compris, est-ce que vous êtes d'accord avec Primo Levi pour la Shoah peut-être, mais pas en tout cas pour le génocide rwandais? La somme n'est pas positive. Non, ce qu'il veut dire, je crois, Primo Levi, c'est que ça l'a transformé. Et que d'ingénieur chimiste qui avait sa petite vie tranquille, il est devenu écrivain et il a une raison d'être nouvelle qui était de témoigner, d'affronter cet événement, sa mémoire, etc. Et en fait d'écrire. Primo Levi, c'est un rescapé, moi je ne suis pas rescapé. Donc si vous voulez, moi j'ai cité Primo Levi parce qu'il m'a aidé, mais très concrètement. C'est-à-dire qu'il y a un livre qui est très annoté, où je me suis beaucoup servi de ce qu'il disait sur la mémoire, sur la zone grise, sur les troubles du comportement, etc., pour après avoir des idées de questions et avoir un background qui me permettait de comprendre et d'interroger les personnes que j'allais interroger, que ce soit des rescapés, des tueurs ou des enfants de la deuxième génération, etc. Donc, c'est pas... Vous me posiez la question de l'écrivain que j'admire le plus et qui m'a le plus inspiré. Il m'a le plus inspiré pour ce travail, mais d'une manière très concrète. C'est pas le plus grand écrivain ou celui qui... Voilà, on a bien compris. Alors, vous êtes donc journaliste, reporter de guerre et écrivain. Et donc, il y a un reporter de guerre
et un écrivain que vous admirez, c'est Vassili Grossman, notamment pour son travail pendant la Seconde Guerre mondiale de journaliste, dont il tirera ce magnifique roman, enfin diptyque, dont le deuxième opus est Vie et destin. L'une des lignes de cet ouvrage, c'est aussi le destin des communautés juives de Russie. Et on va écouter l'universitaire Alexis Berelovitch qui donne son point de vue sur Vassili Grossman. Donc, nous avons un écrivain qui n'est pas de langue juive, enfin de langue juive, c'est une traduction du russe, qui n'écrit pas en yiddish, et bien sûr encore moins en hébreu qu'il ignore, qui écrit en langue russe, qui se sent héritier de la grande littérature russe, on a évoqué Garepé, Tchekhov, etc. Et pourtant, alors, de destin juif, oui, parce que dans Vie et destin, même si ce n'est pas la seule ligne, une des lignes importantes du roman, c'est eh bien justement la destinée de ces communautés juives en Russie et de façon plus générale, je dirais, des juifs en Russie. Vous trouvez aussi qu'il y a cette espèce de destin juif chez Vassili Grossman et dans Vie et destin, que j'imagine que vous avez lu? Oui. Alors, Vassili Grossman, moi j'ai une énorme admiration pour lui et une sorte de complicité parce que, d'abord, ça a été un très très grand correspondant de guerre. Donc pendant 5 ans, il a circulé avec une petite camionnette et 2 collègues derrière l'armée rouge, d'abord dans la débâcle, quand l'armée allemande les ont écrasés, puis après dans la victoire, c'est-à-dire quand l'armée rouge a pris le dessus et a repris et la Russie, puis est descendu en Ukraine jusqu'à Berlin et assisté d'ailleurs à l'ouverture des camps. Et donc, il a fait un énorme travail de correspondant de guerre, écrire comme ça sur un coin de table, etc. Et c'est admirable ce qu'il a écrit sur le peuple russe, sur les juifs, etc. Puis, les années passent et il reprend tout ça en mémoire, c'est-à-dire finalement tout ce qu'il n'a pas écrit dans son journal, parce qu'il ne pouvait pas l'écrire à l'époque, parce que ça allait trop vite, parce que ce n'était pas essentiel. Et il a repris tout ça, il l'a retravaillé dans sa tête et il en a fait un roman. Et un roman, comme disait le monsieur très justement, un roman dans la lignée des grands romans russes, parce que ça ressemble un peu à Garepé avec des familles de tous les côtés. Oui, dans l'architecture. Voilà, dans l'architecture, etc. Et là, effectivement, un point sur lequel s'était pas appesanti en tant que correspondant de guerre parce que ça allait trop vite, mis à part l'ouverture des camps, mais sinon, pendant la guerre, parce que c'est le siège de Stalingrad, c'était des grandes bagarres contre les Panzerdivision, etc. C'est effectivement le destin juif qu'il a retravaillé, en particulier à cause de sa maman qui a été déportée. On va maintenant changer de registre et écouter un peu de musique, pas n'importe laquelle, une musique qui a pour vertu de vous donner de l'entrain. C'est la sonate numéro 8 pour piano, la sonate pathétique, composée entre 1798 et 99 par Beethoven. Et la voici interprétée par Richter. Je crois que vous avez une musique qui vous accompagne à chaque fois un peu pour chaque livre et c'était celle-ci pour voilà, là où tout se tait. C'est parce que c'est en 3 mouvements cette sonate, un mouvement celui-là un peu gai, après un peu plus mélancolique, puis un 3e mouvement un peu plus beethovenien, un peu plus puissant. Et plus puissant. Et effectivement, un petit peu par hasard d'ailleurs, parce que de Beethoven, je connaissais surtout ses concertos ou ses symphonies, mais pas tellement cette sonate. Et effectivement, ça m'a beaucoup accompagné, ça me mettait au boulot, si je puis dire. Il y a un autre sujet qui vous a beaucoup accompagné, on n'en a pas parlé, c'est le sport. Vous avez quand même commencé votre carrière comme journaliste sportif. D'ailleurs, il y a pas mal le pont entre reporter de guerre et journaliste sportif et a souvent été parcouru. Et voilà une championne qui vous a marqué. C'est la gymnaste roumaine Nadia Comaneci, championne olympique
à Montréal en 76, je crois, ou 78, 76, à l'âge de 14 ans. Elle raconte ici, alors plus de 30 ans plus tard, mais du coup elle est encore jeune parce qu'elle était championne à 14 ans, son incrédulité lorsque les juges lui ont attribué la note de 10 sur 10. Alors, je crois que c'est la perfection chez Nadia Comaneci qui vous a marqué. C'est pas la personne la plus sympathique, c'est pas la plus charismatique non plus. Il y a des champions qui m'ont beaucoup plus ému, beaucoup plus intéressé, beaucoup plus passionné, comme Garincha, etc. Mais ce moment de visuel de la compétition, de voir cette gamine de 14 ans, sa maîtrise, sa perfection, son culot, c'était quelque chose d'extraordinaire et c'était un principe de ne jamais donner 10 à une championne. Et là, ils n'ont pas pu faire autrement. Et 4 ans plus tard, à Moscou, aux Jeux Olympiques de Moscou, elle était en compétition aussi. Elle avait une salle très hostile parce que les Russes soutenaient les leurs et étaient très hostiles à l'encontre des Roumains, puis qui avaient boycotté. Et elle a affronté cette hostilité de la même façon. Elle avait 4 ans de plus, donc elle avait 20 ans, mais de la même façon, à la perfection, quoi. Et on se disait, mais je sais qu'il y a eu beaucoup de rumeurs sur le doping et tout ça, mais le doping, ça ne crée pas de la perfection, ça crée de la force, mais ça ne crée pas cette magie qu'à un moment donné, tout est juste et qu'on ose tout et qu'on réussit tout. Alors le dopage, ça crée rien aussi pour la musique. Et on va écouter maintenant Billie Holiday et Strange Fruit. C'est le nom de la chanson que vous avez choisie pour exprimer la meilleure chanson engagée selon vous. Donc ça se passe, ça fait référence en tout cas à des événements qui se passaient dans les années 30, à la fin des années 30, notamment aux États-Unis, donc des événements de lynchage de Noirs. Et on va écouter tout de suite Strange Fruit. Blood on the leaves and blood at the road, black bodies swinging in the southern breeze, strange fruit hanging from the poplar trees. C'est un engagement qui vous a particulièrement marqué, cet engagement de Billie Holiday, donc ? Je trouve ça extraordinaire. C'est donc un poète juif new-yorkais qui écrit un poème qui raconte donc... En 1925, ouais. 1925, qui raconte ces étranges fruits qui sont en fait les corps des Noirs qu'on pend tous les week-ends pour faire la fête du village, quoi. Il y a eu énormément de lynchage. Et il pense à Billie Holiday pour la chanter. Billie Holiday chante des débuts, elle chante plutôt des chansons jazzy, etc. Et elle accepte et elle va chanter ça. Alors il faut savoir les conditions. J'ai regardé moi une fois, c'est Billie Holiday intervenait, je ne sais pas moi, dans une salle de spectacle. Elle devait passer par les coulisses. Elle n'avait pas le droit de rentrer par la porte normale. S'il y avait un ascenseur, elle devait monter en monte-charge. Si elle se restaurait avant ou après, on lui apportait dans le couloir parce qu'elle n'avait pas le droit de rentrer dans le restaurant, etc. C'était ça. Et quand elle était sur scène, elle chantait ça. Donc elle a commencé évidemment à chanter à New York, qui est un peu plus libéral à cette époque. C'est en 1939 ou 39 qu'elle commence à la chanter. Et puis elle va se déplacer aux États-Unis. Donc elle va
peut chanter dans le sud, elle va chanter une fois, elle va se faire virer immédiatement, elle a failli mourir, donc elle va peu chanter là-bas, mais elle va chanter ça dans ces États-Unis du racisme, quoi. Et c'est extraordinaire, quoi. C'est une chanson qui vous secoue, quoi. Et la façon dont elle l'a prise en main et qu'elle l'a chantée, c'était extraordinaire aussi. Et alors, malheureusement, il n'y a pas que les Blancs qui maltraitent les Noirs. Parfois, c'est aussi même les Noirs entre eux. Et vous avez assisté à cela au Rwanda. Alors, il n'y a pas eu de génocide au Congo, mais il y a eu des scènes de lynchage aussi avec Mobutu. Et vous avez assisté donc à la chute du régime de Mobutu. C'est un des événements historiques qui vous a le plus marqué. Et on va écouter le témoignage d'un Zaïrois au moment à peu près de la chute de Mobutu. Depuis que nous sommes nés, on a dit que Mobutu au pouvoir. Donc nous, on croyait que c'était un dieu, puisque lorsque les journaux télévisés commençaient, on voyait dans le générique Mobutu planer dans les nuages, et nous, on pensait qu'il était Dieu. D'autant plus qu'il avait une voix impressionnante, il était omniprésent, émission sportive, sa photo derrière. Donc nous, on croyait qu'il est indécrottable, c'était un dieu, et ça nous étonne aujourd'hui qu'il soit parti. Oui, mais ça vous étonne, mais c'est ce que vous souhaitiez. Alors, le règne de Mobutu a duré plus de 30 ans, donc sa chute vous a surpris, vous a marqué en tant que reporter de guerre. Ça fait partie des... Ça fait partie des 2 ou 3 chutes qui m'ont marqué. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a un pouvoir dictatorial qui semble très solide. C'est le cas, par exemple, à l'Est. Et à un moment donné, ça s'effrite en quelques heures ou en quelques jours. Par exemple, en Tchécoslovaquie, la révolution de velours, ça dure 4 jours, les gens se rassemblent sur la place de Venceslas, il ne se passe rien sauf qu'on sent le pouvoir qui fléchit. Il n'ose plus rentrer dans les manifestants, il n'ose plus s'opposer, il disparaît petit à petit et finalement il s'enfuit. Et on a comme ça un pouvoir monolithique, fort, policier, comme ça, qui disparaît sans qu'on sache vraiment pourquoi à ce moment-là. C'était pareil pour Ceausescu qui faisait un grand discours au balcon du palais et qui, à un moment donné, a peur parce qu'il y a des manifestants qui gueulent, s'il lui était jamais arrivé, et qui part en hélicoptère. Et c'est la fin de Ceausescu. Et Mobutu, en fait, le départ de l'histoire de Mobutu, elle est assez curieuse, c'est parce qu'on apprend qu'il a un cancer de la prostate. Donc on apprend qu'il a un cancer de la prostate, donc ça veut dire le vieux, il est plus capable, il est plus ce qu'il était. Il est faillible, et à partir de là, tout s'effrite. Il n'y a même pas de grandes manifestations, il n'y a pas de combat, ni rien. Il y a un moment donné, Mobutu... Le fruit tombe de lui-même. Exactement. Eh bien, on va terminer là-dessus. Merci beaucoup, Jean Hatzfeld, pour nous avoir parlé donc, de votre dernier ouvrage, Là où tout se tait, qui est paru chez Gallimard le mois dernier. On vous souhaite de pouvoir retourner bientôt du côté de Nyamata, au Rwanda, puisque c'est un de vos endroits favoris. Vous auriez souhaité y être pendant le confinement. Quant à moi, je vous donne rendez-vous l'émission prochaine avec Benjamin Oliven. On parlera d'art contemporain. À bientôt.